Bonsoir à tous. Un horaire un peu particulier et un jour un peu particulier pour notre rendez-vous Les mots de la musique, un magazine consacré à la musique classique. Puisque nous sommes lundi et qu'il est 19h, pourquoi ce changement dans le jour et l'horaire? On va vous l'expliquer en long, en large et en travers durant cette émission que j'ai le plaisir de réaliser parce que c'est une émission qui est présentée par André Paul et Jean-Pierre Jacquin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Jim. Bonsoir Jim. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Parfaitement bien. On sent l'automne arriver. Oui, tranquillement, c'est vrai. Il faisait 11 degrés ce matin à Pornic. Voilà. Nous sommes donc le lundi 20 septembre 2021. Il est 19h et dans 5 jours... Dans 5 jours, nous aurons le plaisir d'accueillir un grand guitariste au Concertino de Pornic. Il s'appelle Emmanuel Rosfelder. Un des plus grands guitaristes internationaux, ça je pense qu'on peut le dire sans aucun problème. Oui, il a eu l'honneur d'être l'élève, le chouchou d'Alexandre Lagoya, qui lui a donné des petits trucs qu'il n'a donné qu'à lui. Alors, je pense que les guitaristes seront peut-être curieux. Moi, je ne suis pas guitariste, mais de regarder sa main droite, il paraît qu'il a donné des trucs. Alors ça, ce sera le 25 septembre, c'est-à-dire samedi prochain. C'est à 19h à l'amphithéâtre Narcejac. Oui, comme tous les concertinos, c'est un samedi à 19h en principe. Voilà. Le système de réservation... il est en marche. Il est en marche. Oui, on peut réserver à 2 endroits, soit à l'office de tourisme de Pornic, soit à la billetterie de Super U en faisant ses courses. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de... On aurait pu appeler cette émission Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, qui sont les 6 cordes de la guitare, de la plus grave à la plus aiguë. Et parce qu'on va écouter beaucoup de guitare aujourd'hui. Guitare et piano. J'ai mis un vrai. peu de piano parce qu'il y a eu beaucoup de transcriptions de piano pour la guitare et que ça marcherait très bien, la transcription. Voilà. Et je viens d'apprendre que c'était Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Oui, lorsqu'on joue les cordes à vide, les 6 cordes à vide. Oui. Parce que, vous savez, Jim, tirer un son d'une trompette, c'est pas à la portée de tout le monde. Non. Hein. Mais en pinçant une corde de guitare, presque n'importe qui peut tirer un son audible, de même si on tape sur une touche de piano. C'est peut-être là la raison du succès de ces 2 instruments. Tu le mets quand même. Ça, c'est un des morceaux phares que tous les guitaristes rêvent de jouer un jour et d'ailleurs composent leur première... en tout cas, jouent leur première note souvent sur ce morceau. Et oui. Alors, ce morceau, on l'a tous... Non, pas tous, parce que certains d'entre vous n'étaient pas nés, pardon. Mais... beaucoup d'entre nous ont joué ce tube de Narciso Yepes. Alors, c'était la musique d'un film, Jeux interdits, qu'on a repassé à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Un film qui est sorti peu de temps après la guerre, en 1952. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était Narciso Yepes, qui joue d'ailleurs en ce moment, et qui avait écrit cette musique. Et je vous l'avoue, il a fallu que je prépare cette émission pour découvrir qui a écrit cette musique. Et un soldat espagnol, vous vous rendez compte? Il était né à la fin du XVIIIe siècle et il a écrit cette musique, disons, au début du XIXe. Alors, il était soldat par la volonté de ses parents, mais lui... il était guitariste selon ses passions personnelles. Il s'appelait Fernando Sor. En 1813, lors de la défaite de Joseph Bonaparte en Espagne, Fernando Sor, qui était rallié à la cause française, dut quitter le pays pour ne plus jamais y revenir. Il s'établit donc à Paris,
où l'activité artistique était en grande effervescence à ce moment-là. Alors, on entendait cette romance qu'on appelait romance anonyme pendant des années avant le XXe siècle. Hein. Et un jour, on a redécouvert sur les premiers enregistrements qui avaient été gravés, alors je crois que ça avait été gravé juste avant 1900 à peu près, ce morceau qui s'appelait « Étude pour la guitare de Sor ». Donc on en déduit que c'était ce Sor qui avait, enfin ce Fernando je devrais dire, et qui avait donc composé ceci. Alors là, on a entendu la guitare de Narciso Yepes, qui était un guitariste très connu à l'époque, et c'est une guitare contemporaine. Mais la guitare a beaucoup évolué au cours des siècles. Et elle a trouvé un terrain de prédilection pour s'installer en Espagne lorsque les Arabes ont conquis la péninsule ibérique. Ah, vous vous rappelez, c'est au 8e siècle. Ils étaient montés jusqu'en France. Ils ont été bloqués à Poitiers par Charles Martel. Tout le monde a appris ça dans son cours d'histoire, peut-être. Et ils ont rebroussé chemin. Et là, ils se sont installés pour 7 siècles en Espagne. Alors, ils avaient dans leur valise, entre guillemets, amené la guitare. Cet instrument existait là-bas dans ces pays orientaux depuis très longtemps. Et la guitare a trouvé un terrain de prédilection. Elle s'est adaptée à la musique et à la danse traditionnelle de cette région. Et puis au cours des siècles, très vite, elle a conquis l'Europe. Mais à cette époque, elle est discrète. Elle manque de puissance. On va écouter une guitare qui a été fabriquée à la Renaissance et qui joue une pavane du XVIe siècle composée par Mudara. On l'écoute. Ça devait être un instrument beaucoup plus petit que les guitares actuelles, parce que c'est clair que la caisse de résonance devait être moindre. Elle est très discrète, effectivement. Eh oui, c'était parfait pour draguer une belle et jouer sous ses fenêtres, sans être entendu par papa, maman, voire la duègne. Alors Mudara, c'est un Espagnol, et on voit, puisqu'il vivait au XVIIIe siècle, il jouait au XVIIIe siècle. À ce moment-là, la guitare était installée en Espagne, même au XVIIe. Mais en Europe centrale, à l'époque, la guitare n'était pas arrivée. On jouait du luth. Et après, les œuvres écrites pour luth ont été transcrites pour la guitare. Ainsi, cette Passacaille de Weiss, elle a été composée au XVIIIe siècle par un Silésien. Vous savez où c'est, la Silésie ? On en a parlé. Alors oui, moi j'ai mes notes, mais bon, je tricherais si je donnais le pays. Mais on en a parlé dans au moins 2 émissions des mots de la musique. Oui. Exact. Oui. C'est en Pologne, donc. Oui, et c'est en fait au sud-ouest de la Pologne à l'époque. Alors, cette Passacaille est jouée à la guitare et vous pourrez l'écouter
c'est pour ça qu'on vous l'envoie quand même. Le 25 septembre, au Concertino de Pornic, sous les doigts d'Emmanuel Rosfelder. Donc, on écoute cette Passacaille de Weiss. La Passacaille, donc. Alors, la Passacaille, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une danse qui est marcher dans la rue. Passar, c'est marcher. Dans la rue, c'est cailler. Hein, c'est une marche dansée, lente, populaire, d'origine espagnole, qui remonte à la Renaissance. Elle a été transplantée dans d'autres pays d'Europe et elle devient une danse prisée par la noblesse. Compte tenu des transformations qu'un menuisier espagnol va apporter à la guitare, elle s'impose en Europe dès le début du 19e. Alors là, c'est une flambée de guitare. Alors si cet instrument à cordes pincées, avec une caisse de résonance ayant la forme d'un corps de femme, s'il vous plaît, trouve ses origines dans l'Antiquité, au cours des siècles, le nombre de cordes a beaucoup évolué. Alors la guitare actuelle a 6 cordes, les notes c'est Mi, la, ré, sol, si, mi. Voilà, c'est presque un prénom. Oui. Elle a pris sa forme donc au début du 19e siècle grâce à ce menuisier espagnol Antonio Torres. Il a augmenté la taille du corps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, modifié ses proportions, mis en place de nouveaux composants vers 1850. Alors cette conception a radicalement amélioré le son, la tonalité de l'instrument, même sa puissance. On le dira plusieurs fois dans l'émission, la puissance de la guitare jouée par Emmanuel Rosfelder est remarquable. Et à ce moment-là, la guitare a pris son envol en Espagne, puis à travers toute l'Europe. Alors elle a séduit Johann Kaspar Merz. Alors ce monsieur était né à Pressbourg. Pressbourg, c'est aujourd'hui Bratislava en Slovaquie. Merz était né en 1806, où il n'avait que 50 ans, mais donc c'est le début du 19e. Il apprend à jouer de la guitare et de la flûte. Mais, il se dit, le Bratislava, c'est un trou. Donc il s'installe à Vienne, où il a 34 ans, et là, à Vienne et dans l'Europe centrale, il faut le dire, le piano est roi. Et puis, surtout, ce qui est roi chez le piano, c'est sa virtuosité.
Alors, il va chercher à adapter cette virtuosité technique à la guitare. Il va écrire pour la guitare, son style est brillant et ça lui vaut le surnom de Liszt de la guitare. À l'époque, on baptisait les gens comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si maintenant on dirait je sais pas qui, je n'ai pas d'idée. Le Jean-Pierre des citations des mots de la musique, par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Jean-Pierre de Jacquin. Hein. Il faut mettre un 2 devant, un 6 devant. Jean-Pierre de Jacquin des mots de la musique, ça Voilà. sonne parfaitement bien. Voilà. C'est très long sur une carte de visite, ça coûte plus cher. Mais... Oui, elles sont plus larges. Alors, parmi ces compositions, il y a une fantaisie hongroise, et ça avait eu beaucoup de succès. Alors, on va l'écouter, joué par le guitariste français Emmanuel Rosfelder. Alors Emmanuel Rosfelder, on va le dire 2-3 fois dans cette émission encore, c'est dans 5 jours maintenant, à l'amphithéâtre Narcejac, à 19h. C'est vraiment un virtuose, et dont on écoute... Oui, et c'est un spectacle à ne pas manquer, parce qu'on ne vous le fera pas tous les ans. Hein. Et ça, c'est toujours organisé par les Concertinos de Pornic. Lorsque nous parlions de virtuosité, on en a une démonstration. Là, c'est incroyable le toucher, la finesse, la fluidité du jeu. Oui, je sens, Jim, que vous êtes un grand spécialiste de la guitare. Alors, non, pas du tout. Moi, je me considère comme un guitareux. Voilà. Pas du tout technicien, mais on entend ça, lorsqu'on écoute ça, on se dit, ouais. Encore une fois, ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Hein. Donc, c'est dans 5 jours, à 19h, à l'Amphi Narcejac. Et on prendra toutes les précautions nécessaires pour que vous soyez bien. Alors, si la guitare évolue, forcément, elle va s'enrichir d'un répertoire de compositions nouvelles et même de transpositions du piano. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce répertoire, c'est Francisco Tárrega. Il a vécu, vous voyez, à la fin du 19e siècle, puisqu'il est né en 1852 et il est mort en 1909. Eh bien, lui, on l'appelait le Sarrazate de la guitare. Après le Liszt. Voilà. Et Sarrazate, c'était un grand violoniste espagnol de l'époque. Alors, on va écouter après le Recuerdos de la Alhambra, souvenir de l'Alhambra qui a fait la renommée de Tárrega. Alors, je vous rappelle, si vous n'êtes pas allé visiter ça, que l'Alhambra, c'est un grand palais très richement décoré qui a été construit à Grenade, en Andalousie.
par les souverains morts quand ils avaient conquis l'Espagne au Moyen-Âge, et il reste à Grenade encore des splendeurs, des monuments du XIVe siècle qui sont couverts de mosaïques aux 1000 couleurs. Il y a de l'or là-dedans, c'est d'une richesse superbe. Il y a des petites fenêtres, on voit dehors sur la campagne. Et elles sont réparties dans un grand jardin fleuri où chantent des fontaines toutes rafraîchissantes au milieu de cours fermées. Allez, fermez vos yeux, faites comme Tárrega. Rêvons à ces palais. Et on écoute cette guitare. Recuerdos de la Alhambra. Écoutez ce trémolo de la guitare. C'est le bruit de l'eau des fontaines. Le calme et la sérénité du lieu transpirent. Ce lieu domine la plaine et la ville, et on est à l'abri de l'écrasante chaleur de l'été espagnol. C'était les souvenirs de l'Alhambra, Recuerdos de la Alhambra.
bien, je vous promets que la prochaine fois que vous entendrez cette pièce de guitare, vous reconnaîtrez l'artiste qui la joue, si c'est lui bien sûr, c'est-à-dire Emmanuel Rosfelder. Vous direz « Ah, c'est Emmanuel !» En effet, ce trémolo et cette puissance d'expression sont inimitables et ce sont sa signature. C'est ça le cadeau de la Goya. Dans une interview que j'ai écoutée, il a confié le secret de son trémolo. C'est, paraît-il, de gratter la corde comme on se gratte l'été après une piqûre de moustique. Alors, essayez donc. C'est pas de moi. En fait, il s'agit bien de Francisco Tárrega, ce compositeur-guitariste aveugle. Oui. Il était de la région de Valence. Ah, ce pauvre Tárrega, sa mère est morte alors qu'il était très jeune. Mais... Alors, était-ce sa bonne étoile, son ange gardien, je ne sais pas, le veillait. Et en effet, petit enfant, il était tombé dans un canal d'irrigation et sa vue en avait été irrémédiablement affectée. Alors, son père l'oriente vers la musique et puis lui fait apprendre la guitare. Alors, il est doué et il a 10 ans quand un concertiste, guitariste de passage, le remarque et dit à son père « Mais c'est pas possible, votre fils, il est génial. Il faut lui donner des leçons avec un professeur. Moi, je vais lui enseigner la guitare. » Il l'emmène avec lui à Barcelone et lui donne des cours. Mais le professeur part en tournée. Et le petit Francisco fait sa première fugue. Vous verrez, c'est une mode chez les musiciens espagnols. Le père se désole, mais se démène et le retrouve. À 13 ans, voilà-t-il pas qu'il recommence, et cette fois-ci, il se sauve pour aller avec des bohémiens, parce qu'il dit qu'il préfère gagner sa vie en jouant dans les bistrots et puis dans les bars. Oui, mais ça ne le fait pas trop progresser, ça. Et alors, à 22 ans, la bonne étoile revient et lui envoie un mécène qui remarque ses dons et lui dit je vais te payer des études et l'envoie au conservatoire de Madrid. Et puis même qu'il lui offre une guitare et pas n'importe quelle guitare, une guitare de chez Torres, bien sûr. Alors là, grand luthier par excellence déjà, comme on en a parlé tout à l'heure. Oui. Alors là, sa carrière va démarrer et puis il a pris un peu de plomb dans la cervelle. Et il va devenir interprète, compositeur, enseignant, on commence à le connaître. Et la bonne fée revient. Sous les traits d'une veuve très riche, qui est émue aussi par ce grand talent, aveugle, et qui lui dit « Mais vous n'avez jamais été, elle n'ose pas dire voir, mais vous n'avez jamais été à Grenade, à l'Alhambra ?» Eh bien, moi, je vais vous offrir le voyage, vous allez voir, vous allez sentir tout ça. Il va à Grenade, et bien évidemment, il ne voit rien, mais il sent Grenade, et il écrit ce Recuerdos de la Alhambra, et qui va être vraiment le point de départ de sa carrière. Et Tárrega fait ainsi de l'Espagne un haut lieu de la guitare. On a transformé cette guitare, etc. Il a écrit pour la guitare, il va composer et transcrire énormément et sa guitare va chanter la beauté de ce pays. Tárrega a été l'un des guitaristes les plus influents dans le monde et il est considéré comme le père de la guitare classique moderne. Il a transcrit pour la guitare les grandes œuvres de piano. Et on sait que les pianistes compositeurs étaient brillants en Espagne à ce moment-là. Oui, diable. Il y avait Isaac Albéniz, parce qu'il ne faut pas croire, Isaac Albéniz, c'est un pianiste, c'est pas un guitariste. Il était un peu plus jeune que Tárrega, il avait 8 ans de moins, mais ils sont morts la même année, en 1909. Et Albéniz n'avait que 49 ans. Mais quelle vie d'aventure il s'est offerte quand même. À 4 ans, avec sa sœur, il donne son premier concert de piano. Alors, il paraît
que les spectateurs dans la salle sont allés voir dans les coulisses parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait un autre piano avec un adulte qui jouait. Mais non, c'était lui. Et le père, qui était au chômage, a tout compris. Il s'est dit, ben voilà, j'ai un Mozart bis et on va exploiter son talent. Ah, oui, mais l'enfant a de la personnalité et c'est pas un Mozart obéissant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre l'exemple de Tárrega et il va fuguer. Il fugue à Valence, on le retrouve. Il fugue à Valladolid, on le retrouve. Alors pendant ce temps-là, il vieillit et à 12 ans, il trouve le truc et on ne va pas le retrouver. Et pour cause, il va voyager comme clandestin sur un bateau qui va en Amérique du Sud. Alors, à 12 ans. À 12 ans. À 12 ans. Et là-bas, dans les bars, chaque fois qu'il va avoir un piano, il va aller jouer. Et puis comme il est génial, il va gagner des sous. Et il va faire ça pendant 2 ans. Et il va remonter à la côte américaine de Rio à New York. Beau voyage, non? Il va rentrer en Europe quand même, 2 ans plus tard. Mais il a toujours des fourmis dans les jambes. Il continue à voyager. Alors il va aller se former à Leipzig, à Bruxelles. Il va rencontrer Liszt à Budapest. On va le suivre à peu près à travers toute l'Europe. Mais quand même, il va rentrer en Espagne. Il va donner des cours. Et arriva ce qui arriva. Il va tomber amoureux d'une de ses élèves. Il va l'épouser. Et elle va lui donner 4 enfants. Alors là, il va se stabiliser. Fini les grands voyages. Il se consacre à des concerts, à élever ses 4 enfants. Et il va quand même aller faire un petit tour à Londres, mais ça ne va pas lui plaire. Alors de Londres, il va aller s'installer en famille à Paris. Alors à Paris, il se stabilise, il a 33 ans, et il s'ennuie de l'Espagne. Alors il va faire vivre l'Espagne par sa musique, et il va écrire Granada. Granada, c'est une des 4 pièces de sa suite espagnole. Et suite espagnole qu'il a offerte à la reine d'Espagne en 1887. Alors on va l'écouter jouer par Albéniz, mais à la guitare. Alors que je vous rappelle qu'Albéniz est un pianiste. Oui. On écoute. Et elle a été composée pour le piano.
surtout, il ne faut pas oublier que Albéniz est un compositeur surtout pour piano. Enfin, il jouait pas trop mal de la guitare quand même, puisque c'est lui qu'on vient d'entendre. Plutôt bien même. Alors, il a composé aussi Asturias pour le piano, et on va l'écouter, cette fois-ci joué au piano, par un pianiste espagnol actuel, Luis Fernando Pérez. On écoute Asturias. La suite espagnole se composait de 4 pièces initialement, mais un éditeur y a regroupé 4 autres pièces. Il connaissait mal la géographie de l'Espagne car les Asturies sont au nord de l'Espagne, alors que Albéniz lui-même a dit de cette œuvre que c'était du flamenco andalou. Ceci dit, au tout début de cette pièce, on pourrait presque imaginer une danseuse. Oui, on la voit. On la voit. On la voit.
bien entendu, danser du flamenco. Oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Vous savez qu'on a fait des concertinos avec guitare et danseuse. Très beau souvenir, il y a un an Il y maintenant. a un an, il y a juste un an. Et je crois que oui, hier ou avant-hier, ça faisait un an. Oui, d'ailleurs. oui, exact. Mhm. Oui. Avec les Grisards. Avec Les Grisards, la famille. la famille. Oui, oui. Oui. Papa, maman et, Et la la fille qui est danseuse. Ouais. Oui. Alors, tous ces grands pianistes espagnols de la fin du 19e siècle, vous avez remarqué, ils allaient se faire un nom à Paris. Et là, ils avaient tous le mal du pays. Alors, ils racontaient leur contrée en musique. Comme ce pauvre. Comme ce pauvre Granados Oui, qui est mort c'est ça. si tragiquement. En 1916, oui. Il était né en 1867. Il avait étudié le piano à Barcelone. Alors, lui, c'est une jeunesse calme et tranquille. Et à 20 ans, il va se perfectionner à Paris. Alors, à Paris, c'est la grande époque. Il rencontre Fauré, Debussy, Ravel, Saint-Saëns. Il les fait rêver à l'Espagne. D'ailleurs, tous ces compositeurs français, certains d'entre eux n'ont jamais mis les pieds en Espagne, mais ils ont tous écrit sur l'Espagne. Tout ça, c'est à cause de Granados. Alors, il passe quelque temps à Paris, mais il rentre à Barcelone, il enseigne, il compose, il donne de nombreux récitals, et il fait même des enfants. Et ce qui est important pour la suite, et en 1890, pour le piano, il écrit 12 danses espagnoles qui évoquent, là aussi, les différentes régions d'Espagne, dont une, la numéro 5, qui est Andaluza, voilà, que l'on va écouter jouée par Emmanuel Rasfelder.
Alors, Granados était contemporain de Goya, ce grand peintre espagnol, et un jour il est allé visiter une exposition de Goya. Il a été enthousiasmé parce que Goya présentait aussi l'Espagne. Vous vous rappelez, il y en a un autre qui a fait le coup, c'est Moussorgsky qui était allé voir une exposition et qui à la suite a écrit les tableaux d'une exposition. Eh bien lui, il a écrit les Goyescas, c'est une suite pour piano. Et puis de là, il a tiré un opéra qui s'appelait Goyescas. Alors on va écouter Requiebros. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire faire la cour, quelque chose comme ça, qui est tiré de cette suite. Et on va le faire écouter au piano, puisqu'elle a été écrite pour piano, et elle est jouée par Jean-Philippe Collard, tu te rappelles ? Jean-Philippe Collard qui avait subjugué le public au Val-Saint-Martin à un concertino de Pornic en 2018. Oui, mais le public avait subjugué Jean-Philippe Collard, je ne l'ai pas rappelé, parce qu'il nous avait envoyé un petit mot, un petit SMS du train en disant « Vous avez un public formidable ». Voilà. Alors on va écouter Goyescas. Alors il a un tel succès avec ses Goyescas qu'il va présenter cette œuvre en New York. Il fait une tournée triomphale aux États-Unis. Ah, mais la tournée est tellement triomphale que le président de l'époque veut l'entendre. Et il est obligé d'annuler son retour, de le retarder. Et il ne peut pas prendre un bateau direct de New York à l'Espagne. Il va donc passer par l'Angleterre, puis traverser la Manche jusqu'au Havre. Enfin, il voulait aller jusqu'au Havre. Mais là, le bateau est torpillé par l'aviation allemande. Nous sommes en 1916. Et le bateau coule. Alors il se noie dans des conditions épouvantables parce qu'il arrive à monter, lui, dans un bateau de sauvetage, mais il voit quelque part son épouse qui est en train de se noyer. Donc il passe à l'eau pour la sauver et il se noie avec elle. Et il avait 49 ans. Alors la guitare, vous avez vu, accepte avec bonheur les transcriptions des œuvres pour piano, notamment si elles font appel à la virtuosité de l'artiste. Mais la guitare est aussi à l'aise avec des œuvres pour violon, écrites aussi pour virtuose. Et alors on va se quitter en écoutant une œuvre composée par le phénomène du violon, le Paganini, qui était un compositeur italien qui est décédé en 1840. Et dans son second concerto pour violon, il nous parle de la campanella, une petite clochette. Et ce morceau a été transcrit pour la guitare. On se quitte en l'écoutant sous les doigts de Rosfelder, tout aussi virtuose à la guitare, et en prélude au concertino du 25 septembre.
On va se quitter donc sur Las Campanillas. On a eu beaucoup de plaisir à réaliser cette émission ensemble qui était vraiment sous le signe de la guitare. La guitare qui se faisait presque orchestre parfois. Oui, complètement. Ouais. J'étais notamment très, très surpris par l'avant-dernier morceau de cette émission où on entend également ce morceau de guitare joué sur les harmoniques. Donc là, on ne pince pas complètement la corde, on effleure simplement la corde sur certaines cases de la guitare, ce qui donne un son très à l'octave, qui est très très particulier. Merci beaucoup de tous ces choix d'extraits musicaux, essentiellement guitaristiques encore une fois. Tout ça pour reparler de l'événement qui nous attend samedi prochain, le 25 septembre. Mais oui, amoureux de la guitare, à vos cordes. À vos cordes. Mais je voudrais vous poser une question. Vous êtes sûr que la guitare a toujours 6 cordes ? Alors, à l'heure actuelle, on trouve des guitares à 12 cordes lorsqu'elles sont toujours acoustiques. Non, je ne parle pas de guitare acoustique, moi. Ah. Oui, eh bien, nous présenterons en avril, je crois, une guitare à 8 cordes. À 8 cordes, oh là là. Alors, instrument ancien ? Je ne sais pas, mais c'est une guitare à 8 cordes qu'on ne tient pas comme les autres guitares, on la tient entre les genoux. Très bien. Ce sera un guitariste irlandais qui viendra jouer en avril avec une chanteuse soprane qu'on connaît bien, Helen Kearns. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on connaît la date ? Oui, mais je ne l'ai pas en tête, mais elle est sur le site. Je crois que c'est... Je ne sais plus. C'est au mois d'avril, c'est sûr. Au mois d'avril. C'est fin avril, je crois. Fin avril, oui. Bon, alors je sais que déjà fin avril, je sais à peu près quelles seront mes sorties, dont celle-là notamment. Là, je suis très curieux de découvrir ça. Ouais. Et ce sera un programme de chansons, puisqu'elle chantera de Schubert à de Falla. Alors, guitariste, on vous le dit déjà. C'est sûr. Très bien. En attendant, il y a Rosfelder samedi. Rosfelder, donc samedi 25 septembre à 19h à l'amphithéâtre Narcejac. Oui. Tout ça, c'est encore une fois organisé par les Concertinos de Pornic. Merci beaucoup André-Paul, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette émission, encore une fois, que vous avez consacrée à la guitare espagnole. Et qui repasse. Alors oui, cette émission va être rediffusée vendredi soir à l'heure habituelle des mots de la musique, 18h, avec une rediffusion dimanche à 16h. Histoire que le public qui a assisté au concert de samedi replonge dans l'ambiance de la musique. Et puis pour ceux qui n'auraient pas pu s'y rendre, voilà un petit extrait qu'on aura grand plaisir à rediffuser. Les mots de la musique sur Jade FM. Encore une fois, merci à vous deux. Au revoir Gilles. Merci Gilles. À bientôt.